Suivre des résultats business qui sont destinés à tout le monde vous génère des résultats comme chez la plupart de personnes. Mais le problème, c'est que la plupart des freelance, coachs et consultants qui publient en ligne stagnent entre 3 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bonjour, je m'appelle Michel Stroukov, je suis solopreneur depuis 8 ans et j'accompagne des freelance, coachs et consultants qui publient en ligne à briser leur plafond de chiffre d'affaires sans travailler plus de 35 heures par semaine. Et dans cette vidéo, nous allons justement découvrir 3 profils types qui stagnent entre 3 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et les 15 erreurs qu'il faut absolument éviter pour dépasser justement le fameux seuil de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et commençons par découvrir les 3 profils de solopreneurs qui publient en ligne, mais qui stagnent justement entre 3 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que justement, une bonne partie sont justement dans cette catégorie-là. Pour vous donner des statistiques, c'est environ 60% de toute mon audience sur LinkedIn, composée de plus de 20 000 abonnés. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a 3 profils types. Il y a Betty, il y a le profil de Kevin et il y a le profil de Maureen. Donc, Betty, c'est typiquement une freelance, mais ça peut être aussi une coach ou une consultante. Donc, les trois, ça fonctionne également. Elle fait environ 36 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, environ 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais le problème, c'est qu'elle subit des creux de chiffre d'affaires. Souvent, c'est au mois de mai, au mois de juillet, août, donc justement pendant l'été, et en décembre. Et le gros souci de Betty, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise dans son métier, et de loin pas. Ça veut dire qu'il y a déjà un chiffre d'affaires qu'elle génère, donc elle a déjà des clients, donc voilà, elle est bonne dans son métier. Le problème, c'est justement les creux. Les creux, ça explique qu'elle n'a juste pas de système d'acquisition qui est solide et assez diversifié pour pouvoir lui générer des clients chaque mois et sans creux. Justement, bien évidemment, il y a toujours, le chiffre d'affaires est toujours en dents de scie chez les solopreneurs, c'est absolument normal, mais le but, c'est justement d'éviter les creux où tout d'un coup, ça chute à zéro. Et on verra justement les types d'erreurs à éviter pour Betty, mais ça, c'est en tout cas le premier profil. Le deuxième profil, c'est le profil de Kevin. Kevin, il fait environ 55 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, mais le souci de Kevin, c'est qu'il court constamment derrière des nouveaux clients. Et en fait, parce que il n'a pas de récurrence. Il a souvent une offre ou un produit qui est, par exemple, du consulting ou du coaching, et en fait, il n'a pas de diversification de ses offres et surtout, il n'a pas construit des offres en fonction du parcours client. Et ça, on verra dans les erreurs. Et le troisième profil, c'est le profil de Maureen. Maureen, plutôt avancée en termes de chiffre d'affaires, donc elle est pas trop loin justement de pouvoir briser les fameux 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, donc elle est environ à 80. Mais le souci de Maureen, c'est qu'elle est constamment épuisée par son business. Elle a clairement atteint un plafond en termes de nombre de clients qu'elle peut avoir et en termes de nombre d'heures travaillées. Elle travaille déjà beaucoup, plus de 50 heures, voire plus de 60 heures par semaine. Et ce qui explique tout ça, c'est parce qu'elle fait souvent tout par elle-même. Elle n'a pas de système, elle ne délègue pas, et elle n'a pas vraiment standardisé ses offres. Voilà. Et donc ça, c'est les 3 profils. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires à quel profil est-ce que vous correspondez, mais nous allons maintenant décortiquer du coup les 15 erreurs qui vous empêchent de dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et il y en a 15, mais bien évidemment, moi je vais vous présenter 15, mais bien évidemment, il peut y en avoir encore plus. Et moi, j'ai sélectionné ceux qui sont les plus courants chez mes clients. Et comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit et sur quoi est-ce que vous faites peut-être fausse route. Donc, erreur numéro un, commençons par le tout début, ce qui est le système d'attraction et le système de création de contenu. Parce que voilà, beaucoup de personnes qui sont freelance, coach ou consultants créent du contenu, mais le souci, c'est qu'ils publient du contenu au feeling, ou bien ils cherchent tout simplement de la visibilité, en pensant que la visibilité va leur amener des clients. Et là, déjà, je vous ai partagé ici en fait mes statistiques de visibilité. Comme vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas le prédire. C'est constamment comme ça, la visibilité. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si votre visibilité est assez faible? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous générez pas de clients à ce moment-là? Moi, justement, je trouve ça extrêmement dommage. Et donc, la première erreur, pour expliquer pourquoi c'est une erreur, c'est-à-dire déjà parce que publier au feeling, c'est comme déléguer sa visibilité et sa motivation, enfin plutôt à sa motivation et à son inspiration. Donc, si vous êtes motivé et si vous êtes inspiré, eh bien vous générez de la visibilité. Et si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas inspiré, eh bien la motivation n'est pas là. Le problème, c'est que vous devez constamment être présent.
Vous devez constamment être en bonne forme, chose qui n'est pas forcément possible parce qu'on est tous humains. On a tous des moments et des journées où on n'est pas là, où on n'est pas présent, le truc ne vient pas, la créativité n'est pas là. Donc voilà, publier au feeling, c'est tout simplement égal à des résultats de visibilité au feeling et donc des résultats aussi qui sont un peu générés n'importe comment. Deuxième point, c'est que chercher la visibilité, c'est un peu comme déléguer ses résultats business à un algorithme. Bah, vous savez très bien que les algorithmes sont capricieux, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, absolument partout. Et en fait, le problème, bah, si vous dépendez d'un algorithme de vous générer suffisamment de visibilité pour avoir un certain résultat, et bah, vous déléguez toute cette responsabilité à un algorithme. Et donc, si l'algorithme est bon avec vous et gentil avec vous, bah, à ce moment-là, vous générez un bon résultat. Mais pour les mois où bah, il n'y a pas de bonne visibilité parce que l'algorithme n'est pas bon avec vous, bah, vous n'avez pas de résultat. Et tout l'enjeu, c'est justement de créer un système de contenu et système d'acquisition qui est décorrélé de l'algorithme et de votre motivation ou inspiration à publier du contenu. Et vous verrez ce que moi je fais de mon côté et ce que je propose à mes clients juste dans un petit instant ici, parce que parlons d'abord du tofu mofu bofu. C'est la deuxième erreur que je voulais évoquer. Et là, il y a plusieurs raisons. Déjà, parce que la course au like est épuisante à long terme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous publiez du contenu depuis quelques mois, voire peut-être quelques années, eh bien, c'est épuisant parce que vous devez constamment trouver des idées et surtout des idées non seulement pour 2 jours, mais aussi pour 2 semaines, pour 2 mois. Voilà. Si vous n'avez pas de système et un vrai système de contenu qui vous permet de réutiliser les idées ou de les multiplier, bah, vous faites absolument fausse route et puis il y a des gens même qui tombent dans un burn-out, LinkedIn ou Instagram, ça dépend de quelle plateforme qu'ils utilisent pour générer des clients. Et donc le deuxième point aussi, par rapport à Tofu Mofu Bofu, c'est que le manque de structure, autre que bah, vous faites des posts pour grand public, ensuite des posts où vous parlez d'entrepreneuriat, et ensuite des posts où vous parlez de votre expertise, de votre offre, au-delà de ces trois types de posts, bah, vous n'avez aucune structure. Et donc tout ça, ça expose votre cerveau parce que vous devez constamment trouver des nouvelles idées et être créatif pour les trouver. Parce que bah, ces trois pistes, c'est quand même trois pistes, ok, c'est mieux que rien, mais finalement, dans ces trois-là, la question c'est quel type de poste faire sur l'entrepreneuriat, quel type de poste faire sur votre expertise, et surtout quel type de poste faire pour que ça convertisse. Bah ça, vous ne savez pas. Et le tofu mofo bofu ne vous permet pas d'aller plus loin et de comprendre tout ça pour justement avoir une structure que vous pouvez dupliquer chaque mois et qui fonctionne en plus. Et troisième point, c'est que donner de la valeur ne rime pas forcément avec de l'argent et du chiffre d'affaires. Je pense que vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, tout le monde donne de la valeur. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait acheter auprès de vous et pas quelqu'un d'autre? Parce que, et en fait, ça crée un problème dans le sens que même dans certaines industries, vous pouvez donner tellement de valeur et vous remarquez qu'il y a des gens qui donnent tellement de valeur où vous vous posez la question, mais à la limite, autant faire la prestation gratuitement à ce moment-là. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas vivre comme ça et donc il faut trouver un autre moyen que de juste donner des conseils pour convertir et pas se retrouver dans un scénario où vous avez tout donné et vous attendez juste à ce que les gens fassent appel à vous juste pour vous faire accompagner. Voilà. C'est un peu dommage et donc du coup, ça revient aussi la troisième erreur qui parle justement de ça, de ce fameux système d'acquisition, c'est que tout doit être concentré sur un vrai système que vous pouvez dupliquer et d'ailleurs en plus diversifier. Parce que moi, je vois énormément de coachs, consultants et freelance se concentrer sur un seul canal ou sur une seule stratégie de conversion. Donc souvent, c'est soit le bouche à oreille, soit la création de contenu. Eh bien, bah, aussi dans ce cas-là, cela vous rend vulnérable au creux de chiffre d'affaires parce que si un jour bah, le bouche à oreille bah, se calme pendant quelques mois, bah, vous ne pouvez pas le prédire. Vous ne pouvez pas vraiment l'actionner comme ça tout de suite. La même chose pour le contenu. On a vu ça, que tout dépend de l'algorithme, tout dépend de votre motivation et de votre inspiration. Et ça, ce sont des ressources rares et surtout, jamais ils sont vraiment à 100%. Et aussi, cela crée de la fatigue publicitaire. Si vous utilisez constamment le même contenu, les mêmes posts pour promouvoir et que vous savez qu'ils fonctionnent, sans avoir une multitude de stratégies différentes pour convertir, bah en fait, les gens, ils se lassent parce qu'ils voient constamment les mêmes posts répétés et donc ils perdent leur efficacité. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir plusieurs stratégies de conversion qui fonctionnent pour vous. Donc il y a une grande différence justement par rapport à avoir juste
un chiffre d'affaires qui dépend de votre contenu et un chiffre d'affaires qui dépend de votre contenu, qui dépend de plusieurs lead magnets que vous avez déjà testés et que vous continuez à tester, que dépend de votre setting, votre prospection, peut-être vous avez une newsletter, peut-être même un tunnel automatique. Et en fait, le tout crée un système diversifié. Et si par pur hasard le contenu marche moins bien, bah c'est pas grave. Vous avez encore votre newsletter. Vous pouvez encore relancer votre campagne de prospection qui fonctionne ou votre tunnel automatique qui fonctionne derrière vous. C'est ça le grand avantage d'avoir un système diversifié. Et donc, on arrive à ce fameux système de création de contenu. Je vois aussi énormément de personnes et solopreneurs bah, qui n'ont pas de système de recyclage. En fait, ça arrive qu'ils ont peut-être recyclé un post par-ci par-là parce qu'ils se disent ah bah ça fait longtemps que voilà que j'ai pas republié ce post. Bah c'est déjà mieux que rien. Mais le problème bah, c'est que c'est un post ou quelques posts comme ça qui viennent et surviennent de temps en temps. Le but c'est d'avoir un système que vous pouvez bah, en fait dupliquer, recycler, voire des cycles en entier. C'est pour ça que je pratique pour moi et j'enseigne à mes clients le fameux système en cycle où le but, c'est d'avoir un cycle de contenu qui est toujours structuré, c'est toujours la même structure que vous dupliquez, sauf que le thème et le problème de votre cible changent. Et donc, ce système en cycle, bah, vous permet de souffler, déjà, parce que, bah, vous pouvez recycler des cycles en entier. Et aussi, vous pouvez vous concentrer aussi sur autre chose, parce que vous passez moins de temps sur la création de contenu et toujours dans cet état d'esprit, je dois créer quelque chose de nouveau, et non pas bah, je peaufine l'existant. Voilà. Et donc, très rapidement, hein, parce que j'ai une autre vidéo qui est préparée juste pour ça, mais le système en cycle, l'avantage, c'est que vous pouvez multiplier votre contenu. Donc, à partir d'un contenu qui est long, qui peut se transformer en carrousel LinkedIn, une vidéo YouTube, une newsletter. La vidéo de YouTube, d'ailleurs, que vous voyez, bah, vous verrez bien que moi, je l'utilise dans une newsletter. J'utilise aussi ça dans des carousels LinkedIn. Et puis ensuite, je duplique ça en plusieurs contenus courts. Et c'est ça l'avantage de ce système en cycle, c'est que vous ne créez pas toujours du nouveau contenu. Vous utilisez l'existant, vous le multipliez. Voilà. Erreur numéro 5, on va terminer par l'acquisition et puis on va passer à autre chose après. Mais erreur numéro 5, c'est envoyer la proposition par mail. Bon, c'est pas encore beaucoup de personnes qui le font, mais j'aimerais quand même en parler très rapidement. Il faut comprendre que si vous envoyez la proposition par mail aujourd'hui, bah, il y a 1000 façons que ça peut créer un non chez votre prospect, mais il y a une seule façon pour créer un oui. C'est justement qu'elle accepte votre offre et que ça tombe pile poil exactement dans ses attentes. Le souci, bah, c'est que, bah, il n'y a pas, la probabilité que ça tombe pile poil là où ça tombe, bah elle est extrêmement faible. Je pense que vous pouvez le comprendre. Le but de la vente, c'est justement de l'accompagner. Vous êtes en création de valeur et vous êtes dans un accompagnement de votre prospect à prendre la bonne décision, qui est de travailler avec vous parce que le prospect a besoin de vous. Et donc, c'est toujours plus efficace de le faire avec la personne pendant un appel ou pendant une visio ou en physique, ça dépend de ce que vous faites, bien évidemment. Donc, n'envoyez pas, s'il vous plaît, votre proposition par mail. Sixième erreur, c'est la facturation à l'unité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est justement, c'est surtout valable, je dirais, pour des coachs et des consultants, un peu moins pour des freelances, parce que les freelances font plutôt l'envoi de propositions par mail, donc l'erreur numéro 5. Mais c'est que je vois pas mal de coachs et consultants facturer à l'heure, facturer au TJM ou facturer à la séance. Alors, c'est un bon début, il faut commencer quelque part. Et oui, il y a pas mal de personnes qui font ça, donc ça vous permet voilà, de garder votre prix plus ou moins correct vis-à-vis du marché, voire le réduire un tout petit peu. Le problème, ce que ça crée, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est difficile de voir la valeur que vous délivrez pour votre prospect. Donc, la personne a l'impression d'acheter vos heures de travail, vos journées de travail, ou vous paye à la séance. Et donc, dans sa tête, elle se dit, ah, je vais payer un certain nombre d'heures ou un certain nombre de séances, et non pas, ah, je vais acheter une transformation, ou je vais acheter une solution à mon problème. Et donc, la valeur perçue, elle baisse, vous convertissez tout simplement moins de personnes. Deuxième point, c'est que vous corrélez directement le temps passé à votre chiffre d'affaires. Donc, vous n'avez pas d'effet de levier. Mais ça crée aussi un troisième problème, c'est que vous mettez artificiellement un plafond de chiffre d'affaires. Comme vous savez très bien, le temps n'est pas illimité. Nous avons tous 24 heures dans la journée, et quand on parle de heures de travail, bah, on parle plutôt de 6, 7, 8 heures de travail finalement.
Et donc, vous mettez artificiellement un plafond et vous ne pouvez pas le dépasser, sauf d'augmenter drastiquement votre prix. Mais à ce moment-là, les gens vont commencer à comparer. Ah, lui, il a 100 balles de l'heure. Ah, lui, il a 200. Lui, il est à 300. Et donc, ils vont se dire, mais du coup, pourquoi est-ce que je devrais payer 300 balles de l'heure s'il y a quelqu'un d'autre qui me propose la même chose pour 100 balles de l'heure? Voilà. C'est ça les questionnements de vos prospects. Et donc, le but, c'est de sortir de cette facturation à l'heure et commencer à soit à facturer au livrable, soit à facturer à la valeur, soit à la commission, soit vraiment créer carrément un produit digitalisé ou un service devenu un produit. Bon, il y a beaucoup de manières de le faire. Je vous ferai une autre vidéo séparée pour ça. Donc, l'erreur numéro 7, c'est de vendre une compétence. Et ça crée aussi deux problèmes. C'est que la première chose, c'est que vous avez aucune différenciation. Vous vous mêlez dans la foule qui vendent la même compétence. Donc, si vous êtes copywriting, vous vendez des enfin, en tant que copywriter, vous vendez du copywriting. Voilà, vous vous êtes mêlé constamment dans le même foule que tous les autres copywriters. Et donc, la conversion devient ainsi difficile. Le deuxième problème, c'est que vous avez le risque de vous faire remplacer facilement par l'IA, parce que il y a juste une compétence à couvrir, et c'est beaucoup plus facile pour une IA de remplir une tâche spécifique, une compétence spécifique, plutôt que la résolution d'un grand problème complexe. Voilà. Et donc, c'est ça le but finalement, c'est de trouver un grand problème complexe où vous pouvez mettre en place plusieurs de vos compétences pour résoudre un vrai problème et apporter une vraie solution à votre prospect, à vos clients. Donc, pour vous donner un exemple, moi j'ai commencé mon activité en 2017 en faisant juste des posts pour mes clients sur Instagram et sur Facebook. On peut l'appeler aujourd'hui, on l'appelle du community management. Donc, c'était juste une compétence. Mais finalement, après, j'ai appliqué ce qu'on appelle du skill stacking. C'est-à-dire on accumule des compétences de plus en plus pour pouvoir par la suite fournir quelque chose de beaucoup plus global et complet. Donc, j'ai fait des sites, tunnels, ads, automatisation, j'ai appris le copywriting, le setting, à créer des systèmes, à déléguer, à faire du coaching. Et aujourd'hui, j'accompagne des freelances, coachs et consultants à briser leur plafond de verre de chiffre d'affaires sans travailler plus de 35 heures par semaine. C'est une vraie solution à un vrai problème. Voilà toutes les différences de vendre une compétence et vendre une solution à un problème. L'erreur numéro 8, c'est de personnaliser tout et donc aussi faire du sur-mesure. Faire du sur-mesure pour tout le monde. Et ça, c'est un grand problème, je dirais surtout pour les freelances, un peu moins pour les coachs et consultants, mais c'est aussi, ça arrive, je le remarque. Déjà, ça prend un temps fou à marketer, à vendre et à délivrer. Si vous personnalisez et vous faites tout sur mesure. Deuxième point, c'est que vous avez zéro temps pour les tâches de croissance de votre business. C'est qui va créer des nouvelles offres? C'est qui va construire des systèmes? C'est qui va finalement diriger votre boîte vers l'avenir et vers la croissance que vous méritez? Il n'y a personne là-dedans parce que vous êtes complètement bloqué dans la délivrabilité et chez vos clients. Et troisième point, c'est que c'est impossible à automatiser et à déléguer. Si vous faites absolument tout sur mesure, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de délégation. Vous faites tout de zéro, vous faites tout par vous-même, et donc vous passez 1000 ans à faire tout ça. Je vous donne juste un exemple de ce qui est possible, c'est lorsque vous standardisez des offres. Vous créez des profils spécifiques pour lesquels une offre est dédiée, et vous créez un process pour résoudre le problème de ce profil-là. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai deux offres. J'ai une offre pour, je dirais, les freelance coachs et consultants qui débutent ou en tout cas qui sont intermédiaires entre 20 et 50 000 euros à l'année, mais ont des creux de chiffre d'affaires. J'ai un process pour ça, on travaille sur le système d'acquisition. Et la deuxième offre, c'est plutôt des gens qui sont plus avancés, qui ont déjà des clients, qui ont déjà un minimum de système d'acquisition, mais qui bloquent. Et donc, ils font entre 36 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais on atteint un plafond en termes de temps travaillé ou en termes de chiffre d'affaires. Et je les permets justement de briser ce plafond de verre-là. Donc, voilà, vous donner un exemple pour la standardisation. L'erreur numéro 9, c'est de miser tout sur une offre. Et ça, c'est surtout présent, je dirais, chez les coachs, chez les consultants, je le vois un peu moins chez les freelances. Il y aura plutôt autre chose chez les freelances un peu plus tard. Mais en tout cas, ça crée aucune rétention. Si vous misez une seule offre, vous avez une seule offre pour le coaching et pour le consulting. Comme vous voyez ici dans le parcours client, en fait,
Et la personne vient vers vous avec un premier problème. Vous lui fournissez une solution de votre première offre. Et à ce moment-là, bah, c'est un peu dommage de la laisser partir parce que vous avez apporté une solution et voilà. Et puis la personne se dit ah bah j'ai plus rien de bénéficier de cette personne, je vais aller ailleurs. Et vous avez perdu votre client. Mais une statistique qui existe, c'est que c'est 7 fois plus cher d'acquérir un client plutôt que de retenir un. C'est beaucoup plus difficile et c'est plus coûteux. Et donc, à la place de faire ça, vous pouvez vraiment construire toute une série d'offres en fonction du parcours client, où la personne vient vers vous avec un premier problème, vous lui apportez une première solution, ensuite ça crée un nouveau problème, donc vous lui apportez une deuxième solution, ensuite ça crée un nouveau problème, vous lui apportez une nouvelle solution, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, votre valeur à vie d'un client, elle augmente de cette manière. Erreur numéro 10, c'est trop d'offres avec zéro lien. Et ça, c'est juste un casse-tête à vendre. C'est lorsque bah, vous n'avez pas forcément de lien entre tous les offres, vous en faites plein, et finalement, vous n'avez aucune cohérence aussi dans le marketing et dans la vente, et donc c'est juste compliqué. Ça n'apporte pas forcément grand-chose. Le but, c'est d'avoir, ok, plusieurs offres, mais le but, c'est qu'ils soient cohérents, surtout. Erreur numéro 11, je dirais que c'est surtout pas assez d'offres aussi. Donc ça rejoint un petit peu l'erreur numéro 9, mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'offres à plus petit prix ou à plus grand prix. Et donc, vous ne pouvez pas faire de downsell, d'upsell ou de cross-sell. C'est justement lorsque vous avez des prospects, vous avez un certain budget pour votre offre. Si la personne ne respecte pas le budget, bah elle part et puis il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un peu dommage parce que vous avez quand même attiré le client, vous avez fait le travail nécessaire, mais juste parce qu'il n'y a pas de budget, bah, vous lui apportez pas de solution. Donc c'est un peu dommage. Et donc le but, c'est justement de construire bah, plusieurs offres, mais plusieurs offres aussi à des petits prix, un moyen prix, un grand prix. Justement, pour vous donner un exemple avec ma première offre, je sais que si les gens n'ont pas un budget pour mon accompagnement, bah alors dans ce cas-là, ils peuvent prendre ma formation en ligne, qui est aussi c'est juste, c'est la même offre, sauf qu'il n'y a pas d'accompagnant qui vient avec. 12, l'erreur numéro 12, c'est faire tout au feeling. Et ça, c'est aussi un grand problème chez tout le monde, hein, freelance, consultant et coach, absolument tout le monde. Parce que, pourquoi c'est un problème? C'est parce que dans ce cas-là, tout se repose sur nous et sur vous. Donc, si vous partez en vacances, vous perdez du chiffre d'affaires. Si vous tombez malade, vous perdez du chiffre d'affaires. Il n'y a rien qui est comme backup et vous n'avez rien comme système backup pour pouvoir continuer un minimum votre activité. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et donc, le point numéro 2 aussi, c'est que votre cerveau explose si vous faites tout au feeling, parce que vous gardez tout dans votre tête. Il n'y a pas de répétition. Vous ne pouvez pas dupliquer les choses. Et donc, aussi, le troisième problème, c'est que c'est impossible à déléguer et à automatiser si vous faites tout au feeling. Si vous faites juste les choses comme ci, comme ça, par exemple la stratégie de contenu, par exemple votre stratégie de conversion, votre onboarding client, vos prestations, bah, en fait, tout est un bordel et donc il n'y a rien qui est possible à automatiser ou à déléguer. Donc, très très difficile là-dedans. Et erreur numéro 13, c'est justement par rapport à ce tableau que vous voyez à droite, c'est faire tout par soi-même. Mais faire tout par soi-même vient surtout parce que bah, on fait tout au feeling et parce qu'on a peur de déléguer. Mais le problème, c'est que si vous avez peur de déléguer et si vous ne déléguez pas, si vous faites que des choses par vous-même, bah, vous êtes un solopreneur avec 10, 20 casquettes différentes. Et vous n'avez pas d'effet de levier. Parce que on peut pas passer du temps à se focaliser sur les tâches à ROI élevé, donc des tâches qui vous génèrent des résultats et beaucoup de résultats, bah parce que vous êtes bloqué à temps plein à faire des tâches à ROI faible. Et c'est ça le problème, c'est que vous diluez tout simplement votre efficacité et votre rentabilité de cette manière-là. Et pourtant, pour comprendre pourquoi c'est efficace à déléguer, c'est très simple. Vous regardez juste cette formule-là. Donc, imaginez, vous avez un taux horaire à 100 euros. Donc, finalement, une heure passée vous rapporte 100 euros. Très bien. Bah, si vous faites tout par vous-même, dans ce cas-là, bah, vous restez à ces 100 euros. Et d'ailleurs, vous devez aussi faire plein de tâches qui ne valent même pas 100 euros également. Mais voilà. Donc, votre tarif à 100 euros, imaginez vous déléguez à 20 euros. Donc ça, c'est en bleu clair là. Donc du coup, ça vous crée un profit de 80 euros. Super. Mais on oublie souvent, c'est que ce profil-là, vous récupérez aussi une heure de travail. Mais une heure de travail, en termes monétaires, vaut 100 euros pour vous. Et donc, au total, le profit de déléguer une heure de travail, c'est quasiment le double. Et c'est ça qu'on appelle un effet de levier.
c'est lorsque vous mettez quelque chose d'un côté, mais vous ressortez avec quelque chose d'encore plus grand par rapport à ce que vous avez mis dès le départ. Et voilà toute l'explication de pourquoi c'est utile à déléguer. L'erreur numéro 14 et le 15, on finit là-dessus. 14, c'est travailler dans son business et non sur son business. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué là. Vous n'avez pas d'effet de levier à ce moment-là. Vous avez tout constamment la tête dans le guidon parce que vous vous concentrez sur des tâches qui sont pas vraiment importantes pour la croissance de votre business. Vous vous concentrez uniquement sur des tâches qui maintiennent votre business là où il est maintenant. Et ça, c'est dommage. Et donc aussi, vous diluez votre taux horaire moyen. Votre fameux taux horaire moyen, c'est combien est-ce que vous générez pour chaque heure travaillée dans votre business. Donc si vous travaillez constamment sur des tâches que vous pouvez déléguer à 20 euros alors que votre taux horaire moyen il est à 100, bah, vous comprenez que vous diluez, vous faites baisser votre taux horaire moyen. Et l'erreur numéro 15, on finit là-dessus, c'est commencer par la délégation créative. Je vois beaucoup de freelance et consultants et coachs se dire ah bah ça y est, j'ai compris que c'est bien de partir dans la délégation, mais ils se lancent dans la mauvaise délégation. À la place de déléguer sainement et intelligemment, ils vont plutôt se décharger d'un certain travail, d'un truc qu'ils ne savent pas faire. Donc par exemple, ça peut être la création de contenu, ça peut être leur newsletter, ça peut être je sais pas toute leur process interne et toute leur automatisation. Le problème là-dedans, c'est que vous ne savez pas comment le faire. Il y a un énorme risque de tomber sur une personne qui ne va pas forcément vous rapporter une vraie solution. C'est difficile de trouver des gens vraiment compétents aujourd'hui. Et donc aussi, ça vous coûte très très cher à ce moment-là. Mais si vous êtes bloqué entre 3 000 et 10 000 € par mois, chaque euro compte. Vous ne pouvez pas juste balancer du cash comme ça sur des personnes et dire ah bah fais-moi du miracle. Il faut vraiment être intelligent avec ses dépenses à ce moment-là, parce que ça peut vraiment très fortement baisser votre rentabilité et votre marge par rapport dans votre business. Et donc moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de commencer par déléguer ici dans le premier carré de la délégation, qui est ici comme vous voyez, ce sont surtout des tâches que ne vous génèrent pas beaucoup de résultats, mais sont surtout des tâches opérationnelles qu'il faut quand même le faire, mais aussi des tâches que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, il y a énormément de tâches. Moi, dans mon premier carré, il y a au minimum 40 heures de travail que je délègue à mon assistante virtuelle. C'est la relecture de postes, la mise en page de poste, la programmation de postes, le montage de mes carousels, l'ajout de connexion, le premier message envoyé, les factures, l'onboarding, énormément de choses qui, bah, en soi, n'amènent pas forcément beaucoup de résultats, mais que moi-même j'ai déjà processisé. Je sais déjà, j'ai déjà des systèmes qui fonctionnent et tout ce que j'ai à faire, c'est juste donner ça à quelqu'un pour qu'il le fasse à ma place. Justement, à un tarif horaire que je délègue et donc je peux ainsi créer un effet de levier. Voilà. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste que vous ressortez avec quelque chose de spécifique. Chaque business est différent. Il y a des erreurs qui vous correspondent, d'autres moins. Et en fait, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de pas bien, parce qu'il faut toujours tester les choses. Mais si vous voulez gagner du temps et des années d'expérience, j'ai préparé un test spécifique juste pour les solopreneurs pour déterminer votre blocage numéro 1 et des pistes personnalisées pour s'en sortir. Vous passez ce test, ça prend 2 minutes et vous avez un plan d'action très précis par rapport à votre cas.